présents. Donc là, autour de la table, si je puis dire, il y a des clients, utilisateurs de sites projet. Il y a aussi des personnes qu'on ne connaît pas. On est ravis de vous accueillir. Vous avez été invités, tout le monde a été invité à participer à cette conférence de toute façon, donc vous êtes les bienvenus. Il y a peut-être des gens d'ailleurs parmi nos clients, Anne-Catherine, peut-être, je ne sais pas, Vincent, je ne sais pas, qui avaient participé à l'échange qu'on a fait sur Suite Projet et sur Math, l'intelligence artificielle de Suite Projet, le 9 octobre dernier, pour être précis. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une évolution de ce qu'on avait vu le 9 octobre, une évolution qui sera disponible pour les utilisateurs de Suite Projet, d'ailleurs, dès la semaine prochaine, a priori, puisque Lucas est en train de consolider tout ça pour le déployer. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, on va quand même prendre quelques minutes pour se présenter. Donc, Lucas, qui est notre expert IA chez ICAR, est associé à moi aujourd'hui, Eric, pour venir vous présenter ses réflexions et ce travail sur l'intelligence artificielle en gestion de projet. Lucas est plus discret que moi, il interviendra peut-être moins, mais il a certainement beaucoup de choses à dire et il ne se gênera pas de les dire. Mais il va aussi être dans le back-office pour expliquer peut-être certaines situations qu'on va croiser. Justement, c'est ça qui peut être intéressant. Donc, pour aller à l'essentiel, donc, Lucas et moi, on collabore dans une organisation qui s'appelle ICAR, qui a été créée il y a 15 ans. Et notre métier, ça a toujours été d'accompagner des organisations dans l'amélioration de leurs process, pratiques, comportements en gestion de projet. Et il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, un peu plus en arrière, on a édité un logiciel qui s'appelle Suite Projet. C'est un logiciel aujourd'hui qui a 35 000 utilisateurs quand même, donc qui est assez diffusé largement, essentiellement en France, mais pas que. Et c'est un logiciel qui permet donc de gérer des projets, de piloter le portefeuille de projets et de piloter l'activité finalement pour des organisations qui sont confrontées à des projets, mais pas que, à du run aussi, comme des DSI par exemple, mais pas que, encore une fois. Donc, on a des clients qui sont dans des domaines d'affaires très divers et variés. On a des tailles de clients aussi qui sont des plus petites organisations, avec le plus petit, je crois, 13 ou 15 collaborateurs, et les plus gros, évidemment, plusieurs centaines, voire plusieurs millièmes de collaborateurs. Donc, on a des clients qui tissus de projets pour des projets d'orga, pour des projets clients, comme des bureaux d'études, pour des projets, pour des programmes de transfert. Enfin, on est vraiment dans des contextes très différent. Et justement, c'est un sujet autour de l'IA parce qu'on a développé un logiciel qui est extrêmement personnalisable dans le type de projet, dans son interface, dans les données même que l'on peut mettre à disposition et exploiter. Et donc, c'est d'ailleurs un gros sujet pour nous autour de l'IA. On va certainement en discuter aujourd'hui. Euh, L'organisation de l'heure qu'on va passer ensemble, qu'on vous propose, c'est celle-ci. On va faire une introduction sur l'IA à la gestion de projet. En fait, l'idée, c'est d'avoir des échanges, si vous êtes d'accord, un petit peu autour de tout ça. On vous connaissait pas, on vous connaît pas tous. Vous avez des expériences diverses et variées. Vous avez peut-être beaucoup d'expériences, même au fond, sur l'IA et sur la gestion de projet. Ça peut nous intéresser d'avoir aussi votre écho là-dessus. On va établir un certain nombre de choses, mais on a aussi envie d'entendre un petit peu tout ce que d'autres experts ont à dire. On essaye d'élargir cette connaissance qu'on a de l'IA et de la gestion de projet. On fait beaucoup de choses pour ça. Et puis on le pratique aussi à travers notre logiciel, mais on est encore très curieux et encore on a certainement beaucoup de choses à apprendre. Et ensuite, on va ouvrir en fait trois boîtes on a décidé finalement aujourd'hui de les ouvrir par public. Vous savez, on a un logiciel qui est utilisé par des PMO, mais pour gérer des projets, donc par des chefs de projet. Et tout ça, en fait, dans un contexte souvent de capacity planning ou, en tout cas, de gestion, d'arbitrage des ressources et de la charge. Donc, en fait, on s'est dit qu'on aimerait bien, en fait, vous proposer une mise en œuvre de ce qu'on a fait à travers des publics. Donc, si je suis PMO, quel genre de questions je peux poser? Si je suis chef de projet, si je suis manager de ressources. Et puis, on finira évidemment par donner quelques perspectives en fait à ce qu'on va faire ou à ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de problème, Louise, tu es la bienvenue. À peine un petit peu en retard, c'est rien du tout. Donc, donc alors déjà sur l'IA et la gestion de projet, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est rien que le sujet déjà, il est pas simple. L'IA déjà en soi, bon, c'est pas forcément simple, même si aujourd'hui
il y a un fort focus, on parle tous de ça, on l'utilise quasiment tous, j'imagine, dans un contexte professionnel à travers ChatGPT par exemple, pas que, mais surtout. C'est assez clair, mais la gestion de projet, déjà en soi, s'il faut définir c'est quoi un projet dans une organisation, parfois c'est compliqué. Alors la gestion de projet, c'est encore plus compliqué. Et en fait, on va avoir des perspectives qui sont très différentes en fait dans la définition de la gestion de projet, donc de l'IA en gestion de projet encore plus, surtout en fait en fonction du rôle qu'on peut jouer autour des projets, mais bien sûr en plus en relation avec la culture de l'organisation, avec la nature des projets qu'on gère. Et forcément, tout ça impacte comment on définit la gestion de projet et donc comment on veut définir l'IA dans la gestion de projet. Moi, j'ai participé à une conférence du PMI il n'y a pas très longtemps. C'est pas une conférence, non, c'est plus un atelier de travail avec une conférence en introduction là, par un expert du sujet qui était très intéressante. On était en mode atelier, à un moment donné, on échangeait en fait sur l'IA, donc autour de la gestion de projet. Et dans mon groupe, il y avait des experts, il y avait des juristes, il y avait des gens plutôt sur des fonctions transverses, il y avait une DRH, oui, une DRH, il y avait des chefs de projet, des PMO. Et ça m'a vraiment marqué à ce moment-là. Jusqu'à là, j'avais une perspective en fait de l'IA en gestion de projet qui était très liée forcément au métier que je fais, qui est éditeur, et au logiciel qu'on a. Et là, je me suis dit, ah oui, il y a quand même un sacré chantier parce que dans cet atelier, il n'y a personne qui parlait de la même chose. La juriste, elle, l'IA, elle voyait ça comme étant un avaleur de documents qui lui permettait de synthétiser tout ce qu'elle avait à intégrer d'un point de vue réglementaire dans un projet. Et en fait, elle était assez détachée du projet. Elle était focus sur son métier, ce qui est normal. Hein, mais pour elle, l'IA en gestion de projet, c'était facilite en fait tout un travail qui peut être aujourd'hui facilité par l'IA, qui est d'analyser, de synthétiser, peut-être de recommander. La RH, évidemment, elle, c'est quand on démarre un projet, je veux savoir de quelles compétences on a besoin. Donc, donne-moi les éléments de description du projet et en gros, je te ferai un RACI du projet. C'est l'idéal. C'est ça que j'aimerais arriver à faire, moi, côté RH, en sachant qu'en plus, c'est pas tout à fait le rôle des RH dans un projet en plus, mais c'est ce que la personne exprimait. Le chef de projet, lui, il était très orienté planif, quoi. Et le PMO, lui, évidemment, en reporting ou méthodologie, c'est genre comment je dois démarrer ce projet, en mode agile ou pas, par exemple. Donc, en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, ça m'a vraiment percuté à ce moment-là, de dire que ouais, si on veut vraiment déterminer l'IA en gestion de projet, il faut être pragmatique, il faut partir de quelque chose de concret. Et c'est pour ça que nous, en tout cas, on est parti des rôles et des usages de nos publics, parce que on pourrait avoir envie, être tenté de toucher à tout et donc de se perdre un peu dans tout ça. Et en plus, en fait, aujourd'hui dans l'IA, il y a un vrai sujet autour de la donnée. Enfin, c'est pas dans l'IA d'ailleurs, de manière générale, autour de la sécurité, autour de la donnée. Et donc, quand des organisations, euh, et toutes les organisations aujourd'hui, se posent des questions sur l'IA, elles se posent la question du modèle. Est-ce qu'on va vers OpenAI, vers ChatGPT, vers quel plan est-ce qu'on va vers un autre modèle? Est-ce qu'on doit avoir une IA qui est propre? Donc, il y a tout un tas de chemins là, qui sont ouverts. Et évidemment, les réponses qu'on va apporter à la gestion de projet ne sont pas les mêmes. Parce que si on est sur une IA qui est propriétaire, on va surtout être au départ en investissement, on va être très basé sur des process métiers, ce qui est normal. Donc un peu moins sur des choses justement qui sont utiles à la gestion de projet. Si on est sur des technos plus ouvertes comme OpenAI, on va être confronté justement au manque d'expertise sur le sujet et au risque en fait d'une information qui reste assez générique. Donc en plus de devoir déterminer le périmètre précis de ce dont on parle quand on parle d'IA en gestion de projet, en plus on est lié au modèle et ce modèle il a des impacts, on va le voir d'ailleurs dans notre IA à nous, ce modèle il a des impacts sur la manière avec laquelle on doit construire tout ça. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, moi c'est un peu le constat que j'ai fait et du coup on s'est dit que euh, dans Suite Projet, si on voulait proposer une IA, donc on l'appelle Math, vous allez le découvrir, si on voulait proposer une IA qui s'appelle Math et qui aide vraiment nos utilisateurs, on aurait plutôt intérêt, c'est un peu le constat qu'on a fait en tout cas,
à travailler par rapport à des usages liés à des publics, du public utilisant ce genre de logiciel. Donc, je l'ai décrit tout à l'heure, les PMO, les chefs de projet et les managers, finalement, les managers qui fournissent des ressources au projet ou qui, d'ailleurs, pilotent les contributeurs ou même les chefs de projet. C'est plutôt comme ça qu'on l'a abordé. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on échange là-dessus, je ne sais pas si vous avez des retours d'expérience, je ne sais pas quelle est pour certains votre expertise là-dessus, mais ça peut être intéressant de prendre quelques minutes pour échanger sur l'IA et la gestion de projet. Pour vous, ça sonne comment, quoi, finalement? Vous Moi, attendez quoi de tout ça? moi, je me permets, Eric, alors c'est vrai que c'est nouveau pour nous, suite projet, on est dans les débuts voilà, Mm. du déploiement dans mon service. Et moi, du coup, en tant que PMO, je constate que là, finalement, en peu de temps, il y a déjà un volume conséquent de projets qui, toutes les semaines, on dit, ah bah je vais rajouter tel projet, tel projet. Et du coup, ouais, en tant que PMO, moi, le côté illustration, portefeuille, avec des choses qui simplifient voilà, la représentation des projets, les états d'avancement, ça me paraît important parce que c'est vrai que je me dis, à ce rythme-là, je vais avoir beaucoup de projets voilà, dans le portefeuille, et tant mieux. Mais voilà, c'est plus, voilà, du coup, moi, j'attends de l'IA quelque chose ouais, qui permet un peu de simplifier voilà, l'état d'avancement des projets, d'avoir une vision très claire du portefeuille projet. C'est voilà, ce qui là, en tout cas, dans les débuts de suite projet, me paraît important et là où je vois une plus-value de l'IA. Ok. C'est vrai que nous, pour les bénéfices recherchés par les PMO, tu es, en plein dedans, hein, c'est l'illustration du portefeuille, comment je peux mieux recommander à ma direction, à ma gouvernance de faire ou de ne pas faire, ou en tout cas, quels points d'attention je peux amener par rapport à ça. Et évidemment, d'avoir une vue d'ensemble, parce que c'est vrai qu'on peut aussi perdre rapidement le sens dans des processus où on donne la main au métier ou au projet. Simplement dans un outil pour créer des projets, au bout d'un moment, ça peut devenir effectivement une foire et ça peut être compliqué de piloter tout ça. Donc, oui, t'es dedans. Et puis, il y a un volet quand même bonne pratique parce que, alors je ne sais pas pour vous, encore une fois, l'expérience que nous on a, c'est que même quand on déploie le logiciel et qu'il y a un PMO, ou une entité en tout cas, qui coordonne tout ça en termes de portefeuille de projet, il n'y a pas forcément une culture projet très développée tout le temps. Plus souvent qu'autrement, on voit les projets comme un effort à un moment donné, mais il n'y a pas forcément une culture au sens des process, des outils et des façons d'organiser tout ça correctement, on va dire, par rapport au run, par rapport aux opérations. Et donc, le PMO peut aussi avoir besoin d'aller chercher des arguments, des faits dans les projets pour amener quand même des bonnes pratiques et pour amener des éléments un peu objectifs d'arbitrage, d'aide à la décision. Donc, si vous avez besoin ou envie de rajouter des choses, n'hésitez pas. Du coup, je vais laisser un petit peu cette présentation et je vais essayer de vous montrer quelques cas d'usage, en fait, de maths, si je suis avec une casquette de PMO. Alors, je vais vous montrer. Oui, un invité, on dirait, qui arrive. Vous pouvez accueillir les gens qui arrivent. Oui, ça a été fait. Merci, c'est Oui, noté. c'est bon. Merci, c'est gentil. Et donc, oui, je disais, je vais partager Math avec vous. Je cherche juste ma fenêtre, ça va venir. Elle est là, c'est pour ça. Voilà. Donc, là, on est dans un environnement de test, hein, donc dans lequel il y a des données, justement, d'ailleurs, c'est un peu n'importe quoi. Et alors, avant de vous lancer, avant de vous montrer les usages, bon, il y en a certains d'entre vous qui les connaissent déjà. Donc, Math, c'est ce petit bonhomme là qui est en bas à droite et dont je vais ouvrir la modale d'échange. En fait, c'est un chatbot, finalement. Enfin, c'est un endroit où on peut échanger. Et où, pour le moment, en termes d'UX, on y reviendra tout à l'heure, en termes d'expérience client, on a décidé de tout concentrer ici. Ça évoluera. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que le choix qu'on a fait au niveau de la technologie, c'est OpenAI, nous, en tout cas ici, jusqu'à présent. Et du coup, ça pose des problèmes, ça peut poser des problèmes. J'ai discuté ce matin avec une cliente qui me disait, ouais, j'ai commencé à tester maths, ça me plaît, enfin, elle me donnait des arguments positifs, mais elle me disait aussi, oui, mais des fois, je me rends compte que il ne sait pas répondre, il faut que je lui demande de recommencer à répondre. Oui, c'est vrai, il y a des imperfections aujourd'hui, mais c'est aussi des imperfections qui sont liées au modèle qu'on a choisi, encore une fois, qui n'est pas un modèle qu'on peut éduquer spécifiquement par rapport à notre logiciel. Parce que si on avait voulu aller là-dedans, en fait, on aurait dû faire à la fois des investissements, mais des choix aussi de modèles propriétaires qui auraient été
compliqué des fois même à assumer pour nos clients, parce qu'on a un vrai problème, nous, en tant qu'éditeur, en gestion de projet. Soit on propose OpenAI et on a des entités qui nous disent, ah oui, mais où sont mes données? Qu'est-ce qui transite? Qu'est-ce qui se passe avec? Comment je peux être certain que, comment je peux être sûr que mes données, elles n'enregistrent pas un modèle, etc. Donc, avec OpenAI, on sait qu'on n'a pas ça. Et de l'autre côté, si on avait un modèle propriétaire, ben, il nous dirait, ouais, mais alors mes données, elles servent à justement éduquer votre modèle. Et du coup, c'est pas non plus très satisfaisant. On n'a pas trouvé la réponse aujourd'hui techniquement, enfin le modèle techniquement satisfaisant qui va sécuriser tout le monde, qui va pouvoir apprendre sans apprendre des données. On n'a pas ça. Donc on est confronté de toute façon à des choix. Donc nous, on a fait un choix aujourd'hui, en tout cas, c'est à la fois d'apprendre d'ailleurs en tant qu'éditeur, mais aussi de proposer à nos clients de développer des usages s'ils peuvent l'accepter en utilisant la techno qu'on a mise en place, donc qui est appuyée sur OpenAI. Peut-être que Lucas pourra préciser s'il y a besoin. Donc, ce que je voulais vous dire, pardon, c'est que vous pouvez, dans Suite Projet, vous pouvez interagir à l'écrit, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, mais on peut aussi interagir à l'oral. Donc, on peut écouter une réunion et à partir d'une réunion, créer un projet, faire une météo, ou vous pouvez lui poser votre question tout simplement à l'oral. Là, dans le cas de la conf aujourd'hui, je vais le faire à l'écrit parce qu'on a préparé évidemment un jeu de questions pour aller plus vite. Euh, on y reviendra tout à l'heure, mais vous savez peut-être qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie autour de ChatGPT qui s'appelle le real time, là, donc qui permet en fait d'interagir avec quelqu'un finalement, avec l'IA et d'avoir un véritable échange en fait qui s'installe dans la construction de la réponse qu'on cherche à avoir à travers l'IA. On est en train d'intégrer ça. D'ici quelques semaines, en fait, on aura la possibilité d'avoir un échange real-time avec Matt qui pourra interagir avec nous, nous poser des questions, nous couper. On pourra le couper, on pourra comme ça quand même de beaucoup améliorer l'expérience client, je pense. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on croit. Donc là, on va se concentrer un peu sur le côté PMO et on va lui dire des choses simples, mais c'est un peu des réponses que peut-être Louise, elle aimerait bien avoir. Combien avons-nous actuellement de projets en statut de mise en œuvre? Et donc, alors, de temps en temps, dans la démo, je vais lui poser des questions ou je vais lui donner des tâches un petit peu plus compliquées. Ça pourrait prendre quelques secondes, donc il y aura des petits moments d'attente, mais c'est pas très grave. Donc là, il y a 54 projets. Et évidemment, j'ai besoin de qualifier plutôt les projets, on va dire, stratégiques dans ce portefeuille. Donc, il va me répondre sur le volume de projets stratégiques. Je pourrais aller plus loin, je pourrais lui demander dans ces projets de combien de ces projets Charlie ou Anthony est chef de projet. Je pourrais lui demander d'avoir l'avancement de ce projet. Je pourrais lui demander de me donner les utilisateurs actifs et connectés. Je peux lui demander à peu près tous les éléments statistiques sur la somme ou l'individualité des projets, son avancement, sa durée, les jours prévus. Il va pouvoir me répondre en général à toutes ces questions, même si des fois, comme là, c'est un petit peu long. Et je sais pas, j'espère que ça va pas nous arriver ce soir. Je sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais je crois qu'il y a une grosse coupure hier chez ChatGPT. Pendant 3 ou 4 heures, il n'y a pas eu de service. Il ne faudrait pas que ça nous arrive aujourd'hui. Donc là, il m'a quand même répondu, il y a 49 projets. Donc on peut lui poser, je ne vais pas aller plus loin, vous avez compris, on peut lui poser vraiment beaucoup de questions sur les données. Et ça a été un gros défi pour nous. Parce qu'au départ, en fait, on allait lire dans notre modèle de données avec notre API directement pour récupérer l'information. Mais dans un logiciel comme Suite Projet, un chef de projet, ça ne s'appelle pas toujours un chef de projet. Certains clients appellent ça un pilote, d'autres un chef de projet, d'autres un leader. Et donc, forcément, quand on pose une question, quand on fait un prompt, finalement, ça s'appelle un prompt, évidemment, quand on fait un prompt à Matt pour lui poser une question, l'interprétation du rôle, c'est compliqué. Et ça a été un gros défi. Et aujourd'hui, c'est ça le gros changement d'ailleurs avec la version qui va être déployée la semaine prochaine, c'est qu'aujourd'hui, on a une bien meilleure maîtrise en fait de la terminologie spécifique à nos clients. Et donc, on peut lui demander c'est quoi un chef de projet, même si ça s'appelle un leader ailleurs, il va être capable de faire le lien et de ressortir ces informations. Et ça a été un gros défi pour nous parce qu'effectivement, au départ, on voulait essayer d'avoir quelque chose du plus générique possible, mais sur un produit qui est très personnalisable, c'est compliqué. Parce que là, j'ai pris l'exemple simple du nom du chef de projet, mais nos clients ont des étapes, des statuts, il n'y en a pas de pareil, de nom.
il n'y en a pas toujours 4, des fois il y en a 6. Enfin, vous imaginez, des fois on fait des météos, des fois on n'en fait pas. Enfin, des fois on gère les ressources, des fois on ne les gère pas. Donc il y a énormément de cas particuliers qu'une IA comme ChatGPT ne peut pas comprendre. Et par contre, elle peut nous aider en fait à faire en sorte que Matt, lui, comprenne mieux le modèle. Donc là, je lui ai posé une question. Je passais sur un autre sujet un peu plus méthodo, on va dire. Je vais lui poser une première question en fait pour qu'il m'aide à comprendre un référentiel que je connais pas ou qui m'aide à avoir des conseils à partir de l'état d'un projet sur comment approcher le projet. Donc là, j'ai demandé qu'est-ce que le référentiel SMP2 d'ICAR, c'est nous, et je lui ai dit comment je pourrais me mesurer en fait mon organisation face à ce référentiel. Donc là, on est sur une question assez classique de bonne pratique. Évidemment, il sait répondre, mais ça, ChatGPT aurait pu le faire. Par contre, je vais lui demander, ok, ben, je vais lui demander d'auditer un projet. Donc là, je lui demande clairement d'auditer un projet, qui est un des projets de la base d'exemple. Donc là, en fait, c'est un outil en fait qui a été créé finalement, et là, il a une méthode qui va permettre en fait d'observer des leviers de gestion, les dates, les efforts, le budget, les risques, les acteurs, le degré d'éléments qui sont complétés dans la fiche projet ou pas, et donc il va me ressortir l'audit de ce projet, et il va d'ailleurs même normalement évaluer la manière avec laquelle le projet est tenu, c'est-à-dire qu'en fait, il va noter finalement certains axes de gestion du projet. Et quand il aura terminé, je lui demanderai, donc là, il est en train, je pense, voilà, donc il est en train de faire une cotation finalement, vous voyez ici, une note, et de proposer des recommandations. Il peut même calculer donc les indices de performance de coût et de délai, si évidemment les données du projet le permettent, parce qu'il faut avoir un certain nombre de prérequis pour ça. Et là, je vais lui demander de me donner des conseils à partir de cette audit euh, pour, si je devais transformer ce projet est en retard, en fait, si on regardait dans le détail, on va le découvrir. Je dis, OK, mais ce que j'aimerais savoir à ce moment-là, c'est comment je pourrais agiliser un peu la gestion de ce projet. Et donc, il va me donner, alors là, on va retomber un peu dans le côté bonne pratique. Il va pas pouvoir me transformer le plan en mode agile encore, mais il va pouvoir quand même me dire sur quels axes je devrais recadrer, cadrer, animer les parties prenantes pour essayer en fait de rendre ce projet plus agile dans sa gestion, puisque visiblement on a un problème de retard. Donc ça c'est le côté plus bonne pratique. Et comme le disait tout à l'heure aussi Louise, on peut avoir besoin quand même d'avoir des vues graphiques. Ce matin, j'avais une cliente, la même tout à l'heure d'ailleurs, qui me disait, j'aimerais bien, non, elle me dit exactement, elle me dit, comment je fais dans Suite Projet pour rajouter une page qui me donnerait en fait tel élément graphique sur le portefeuille de projet. J'ai dit, ben, tu peux pas en fait. Soit on te développe un rapport HTML, soit on te développe un rapport BI, soit tu as Power BI, tu récupères les données, mais si tu veux le faire comme une page, tu peux pas. Par contre, l'IA, elle peut le faire. C'est-à-dire, je peux lui poser une question, et à partir de cette question, elle peut développer un graphique. Et ce graphique, je peux l'exploiter, je peux le récupérer, le mettre dans une présentation, le cas échéant. Donc finalement, c'est intéressant aussi parce que là où aujourd'hui, là où aujourd'hui, on va peut-être aller chercher des développements spécifiques parce qu'on a besoin d'avoir quelque chose qui illustre une situation chez nous, et là où demain ce rapport spécifique, une autre personne va pas le vouloir exactement comme ça, mais comme ceci. Là où moi j'aime bien un camembert quand c'est un histogramme, eh ben lui, Matt, il va pouvoir le faire pour nous et il va pouvoir en plus le présenter sous plusieurs aspects. Et je dirais même que chacun pourra lui demander exactement de présenter le graphique ou d'amener dans ce graphique les données qui sont celles que la personne veut couvrir. Donc là, bon, ça prend un tout petit peu plus de temps, mais ça va arriver. Juste pour ceux qui ne savent pas, il y a un pictogramme vidéo ici parce que Matt est capable de comprendre en fait le sujet et fait le lien en fait avec les aides. Nous, dans Sud Projet, on a des aides vidéo et donc toutes les aides sont en vidéo et donc du coup, il fait le lien avec le sujet à aborder et les aides. Et si je clique dessus, je le ferai tout à l'heure, il va me proposer des ressources d'aide pour mieux comprendre le sujet. Et d'ailleurs, s'il avait voulu aussi, je pourrais le faire en démonstration, je peux faire une photo de mon écran, la glisser à Matt, et il va comprendre que j'ai besoin d'être aidé sur cet écran. Il va m'expliquer. Donc là, le graphique a été généré, je peux l'ouvrir.
Donc, vous le voyez, je lui ai demandé de faire un graphique. Je ne sais pas si vous avez vu le prompt que j'ai passé, mais je lui ai dit, tu prends tous les projets de tel programme et voilà la règle pour noter ces projets. Donc, je lui ai dit, par exemple, s'il y a une météo, il y a un point. Si le nombre de jours consommés ne dépasse pas le prévisionnel, il y a 2 points. Si le projet est à jour en termes d'avancement, il y a 3 points. Enfin, je lui ai donné des consignes sur 5 points. Et donc là, il me fait un scoring en fait, des projets à l'instant T pour me dire, en fait, ben, attention, il y a des projets là sur lesquels il y a des trous dans la raquette. Et donc, ça sera peut-être cela dont on aura discuté au comité de demain, hein, plutôt que de discuter de tous ceux qui sont à jour visiblement. Et ça, bien sûr qu'on aurait pu le faire par un rapport, mais je pense que la démonstration, elle est intéressante dans le sens où là, je n'ai pas besoin de spécifier mon rapport. En fait, je vais le spécifier au fil des besoins que je vais avoir et je vais pouvoir, en fait, avoir personnellement un résultat que je peux exploiter sans avoir eu à fermer finalement une spécification. Je peux lui demander, toujours dans le même esprit, de m'aider à comparer des projets. Donc là, je suis en train de lui dire, en fait, j'ai 3 projets qui sont tel projet, tel projet, tel projet. Lequel est le plus en difficulté, sur lequel je devrais me concentrer. Donc après, il faudra que je partage son analyse, il faut que je rentre plus dans le détail. Je pourrais lui poser des questions complémentaires, évidemment. Hein. Ce n'est pas à chaque fois une question et une réponse. Là, dans l'exemple, aujourd'hui, oui, mais je pourrais aller plus loin. D'ailleurs, peut-être ça arrivera qu'il ne me réponde pas ou pas bien. Et je lui dirais de recommencer d'ailleurs hein, le sujet. Donc là, il me recommande en fait de m'intéresser à ce projet en particulier pour un certain nombre de raisons liées à l'audit finalement qu'il a fait de ces projets. Je peux aussi lui dire, tiens, que cet audit, je veux le partager avec un collègue de Kuala Lumpur, donc ça serait bien qu'il me le fasse en anglais. Bien sûr, il peut me le faire en anglais, il n'y a pas de problème, ou en espagnol ou comme vous voulez. Je peux lui demander, je le ferai tout à l'heure avec les chefs de projet, mais je peux lui demander aussi de repositionner une date de fin d'action par rapport à la disponibilité de quelqu'un, le cas échéant, ou en tout cas d'interpréter à partir de la disponibilité de certaines ressources une date de fin de projet. Mais je crois que dans le sprint, un peu plus loin, on le voit. Donc voilà, sur le volet PMO, vous pouvez me poser vos questions, vous pouvez réagir comme d'habitude, enfin comme on l'a dit tout à l'heure, mais je cherche mon autre page, elle est là. Mais c'est ça, donc aujourd'hui, je pense que Matt est en mesure de vous aider si vous êtes dans une posture de PMO parce que il peut vous donner des vues graphiques, textes, tableaux de votre portefeuille de projet. Il peut vous aider sur des bonnes pratiques. Il peut aussi vous aider à analyser des projets et peut-être à retirer de cette analyse ou à compléter l'analyse que vous en faites, le sentiment que vous avez dans certains cas. Côté chef de projet, on est plus dans la recherche de ce qu'on comprend nous aujourd'hui des usages. Ce que je n'avais pas dit tout à l'heure, mais nos clients, vous, pour certains, mais les gens avec qui on discute en général, expriment de temps en temps des besoins, mais comme d'ailleurs Louise l'a gentiment fait tout à l'heure, mais c'est plus sur des problématiques assez générales. On n'est pas encore sur l'usage, parce que comme il n'y a pas vraiment d'usage, justement, c'est pas encore simple pour des utilisateurs de dire je veux que ça fasse ça exactement. En fait, c'est toujours un peu compliqué d'exprimer l'usage, il n'y a pas encore le recul nécessaire. Quand on utilise Suite Projet, on a un champ qui est là, on le veut là, on sait le dire. Mais quand on utilise de l'IA, le monde est ouvert, on ne sait pas trop finalement et précisément, toujours, simplement, dire quels sont les usages. Et quand on arrive à nous exprimer des usages, souvent, c'est même pas forcément de l'IA, parce qu'en fait, c'est de la data qu'on veut compiler, c'est de l'automatisation qu'on veut faire, mais c'est pas de l'IA, c'est pas tout à fait de l'IA. Donc là, quand vraiment on est sur de l'IA, c'est encore autre chose et les usages ne sont pas toujours faciles à exprimer. Donc si je suis en posture de chef de projet, en fait, ce qui va m'intéresser a priori dans un outil, dans Maths par exemple, c'est de pouvoir créer un projet un peu moins seul et un peu mieux. Parce que souvent, on m'a croisé, je suis chef de projet, on m'a dit que je devais travailler sur tel projet, on m'a certainement donné des éléments, je vais devoir m'organiser pour aller chercher les autres. Mais au fond, avant même de m'organiser pour aller recueillir les besoins autour de ce projet, je pourrais demander à Matt déjà de m'aider à faire un premier brief finalement de ce projet. Puis plus tard, quand le projet va être réalisé, ça peut être intéressant aussi d'écouter les réunions, de transcrire ces réunions et de faire la météo, de faire le relevé de décision ou de mettre à jour la matrice des risques à ma place. Donc en fait, de m'aider en fait à approcher ma comitologie différemment. Donc c'est ce qu'on va essayer de montrer avec Matt. Donc on va
on va lui dire par exemple de créer un projet. Et je prends mon script. La création d'un projet, c'est pas forcément à l'écrit que je lui demanderai, on est d'accord. Là, je me suis préparé un script pour pouvoir lui demander d'exécuter ça rapidement avec vous. Mais si je devais le faire, moi, avec Matt, c'est pas comme ça que je ferais. On serait en réunion tous ensemble, je lancerai l'écoute ici, et je demanderai à Matt, en fait, de m'écouter et d'écouter la réunion, de nous écouter, et à la fin, d'intégrer tout ce qu'il a entendu pour le transcrire sous forme de projet. Donc là, ça peut être un petit peu plus long, on va être patient, mais vous allez voir, le gain est important aussi, puisque là, il va créer le projet, il va mettre les acteurs en place, il va mettre des paramètres d'organisation dans le portefeuille de projet, le programme, le type de projet, etc. Il va m'aider à pré-remplir ma charte de projet et il va construire le Gantt. Tout ça à partir de 4 lignes. Et alors, je vous laisse imaginer si on avait vraiment fait une réunion d'une heure et qu'on avait discuté de ce projet, comment il serait capable d'être beaucoup plus dans le qualitatif en termes d'accompagnement. Donc, normalement, si ça fonctionne, si Matt n'est pas trop capricieux, il va nous créer un projet et il va pouvoir extrapoler les quelques informations que je lui ai données pour pouvoir créer ce projet. C'est le processus le plus long, la création de projet. Parce que déjà en soi, vous allez voir quand on crée un projet, dans ce projet, potentiellement, on peut mettre beaucoup d'infos, quoi. Donc, faut les renseigner. Et en plus, ce qui va prendre un petit peu plus de temps dans notre cas précis ici, c'est le fait que je lui ai demandé de construire le Gantt. Je ne pourrais pas obligé de le faire. Je pourrais demander de me créer le projet sans pour autant, dans un premier temps, me proposer une planification prévisionnelle. Alors, pour les clients de suite projet, faut savoir que on va travailler sur l'intégration des modèles. Aujourd'hui, la création du projet ne va pas se faire à partir d'un modèle de projet. Il va y avoir une proposition de Gantt qui va être une proposition générique, certainement. Mais il ne va pas y avoir de lien avec les modèles, mais on travaille, on a ça dans notre plan de match, on va dire. Et donc, assez rapidement, il sera possible de dire à Matt dans une réunion que de tout ce qu'il a entendu, il faut qu'il aille chercher tel modèle pour mettre en place le projet. Il saura aller chercher le modèle en question. Donc là, il est en train de créer le projet. Alors, je vais être patient parce que là, il a créé le projet, mais il n'a peut-être pas créé le Gantt. Si, peut-être que si, d'ailleurs. Je vais aller voir. Je vais ouvrir. Donc là, déjà, il m'a créé le projet. Le projet existe. Hein, c'est des multipliés pilous. Je retrouve les points d'attention que j'ai mis. Si je vais dans le plan d'action, le Gantt, je vais trouver ici une proposition de Gantt préétablie, avec d'ailleurs des consignes au passage pour chaque tâche qui a été établie et aussi des jalons. Je vais pouvoir me rendre compte qu'il a pré-rempli un certain nombre d'éléments en relation avec le périmètre ou en relation avec les risques à ne pas faire. Et si de toute façon, je n'étais pas satisfait ou je trouve ça pas suffisant, je peux utiliser Matt encore ici en lui disant, ben, OK, mais reformule et développe ce point. Donc là, il va prendre ce qu'il y a dans ce champ-là, il va l'interpréter, il va le développer pour pouvoir me proposer un petit peu plus de matière. Vous voyez, donc ici, bon, il me l'a fait en anglais, parce que je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que d'ailleurs, je l'ai demandé en anglais, mais je pourrais lui demander de toute façon de le traduire en français, pour le coup. Donc, c'est pas grave qu'il me l'ait fait en anglais, parce qu'il va pouvoir me le donner en français aussi. Donc, ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Bon, écoutez, c'est le premier point non concluant dans la démo, ça arrive, c'est pas grave. Ce que vous devez retenir de ça, c'est qu'effectivement, une fois que vous allez avoir créé des champs, Matt, il est capable de continuer son travail, un peu d'aller au bout du geste, soit en synthétisant parce qu'il y a trop d'infos, des fois, soit en allant chercher des éléments complémentaires dans un PDF que vous vouliez lui ajouter spécifiquement, par exemple sur la conduite du changement, soit en lui demandant de développer en fait le texte qui par défaut va être assez synthétique au moment de la création. Donc ça, c'est quand même un gain pour le chef de projet. Pas seulement un gain de temps, parce que ça a peut-être pris moins d'une minute pour créer le projet. Si j'avais dû le faire à la main, même si j'ai tout en tête, ça m'aurait pris un peu plus de temps, et j'ai pas tout en tête, donc Matt m'a aidé. Il y a un gain de temps, mais c'est plus en fait, le, le, la co-construction de l'argumentaire en fait qui va m'intéresser plus que de gain de temps autour de tout ça. Et ce projet, bah, une fois qu'il est en route, on va imaginer que ce projet il est en route, je peux lui demander d'en faire une météo
Donc la météo, j'ai peut-être plusieurs, enfin c'est pas peut-être, j'ai plusieurs points de départ pour la météo, mais je vais toujours le faire à partir d'ici. Là, je lui passe un script où je lui demande, alors c'est pas Lucas, c'est, comment je l'appelais ce projet tout à l'heure, je l'appelais Piou, je crois. Hop, pardon. Voilà, voilà, voilà. Donc, hop, juste, je l'appelle mon script, pardon. Voilà. Voilà. C'est juste parce que comme on a fait des essais, on a mis des prénoms différents. Donc là, peu importe, donc il va me faire la météo du projet. Donc là, encore une fois, si j'avais dû le faire, je ne l'aurais pas fait comme ça dans la vraie vie. Là, je le fais sous forme à l'écrit, en lui passant deux, trois éléments. Mais la meilleure manière de le faire, ça aurait été d'avoir une vraie réunion, comme vous le faites régulièrement dans vos projets, dans un copil, dans un coproche, ou une réunion avec les experts avec lesquels vous travaillez sur ce projet. Faites le point, vous enregistrez et à la fin, vous lui demandez de faire la météo. Il peut faire la météo, il peut créer un relevé de décision, il peut mettre à jour vos risques et s'il le fait d'ailleurs, vous le voyez, donc là, il a créé la météo, hein, donc en date d'aujourd'hui. Et si je l'ouvre, il a renseigné les différents champs de la météo. Il a été capable de mettre des pictogrammes tout seul, hein, sur cette météo. Je ne sais pas dans mon cas s'il a créé, non, il n'a pas créé de relevé de décision. Mais s'il avait créé un relevé de décision, il n'en a pas créé. Bon, ok. S'il avait créé un relevé de décision, il aurait établi cette décision comme étant une décision de maths. C'est-à-dire, il aurait dit maths vous recommande 2 dans le relevé de décision pour distinguer ce que vous, en tant que chef de projet, vous allez mettre dans votre relevé et ce que lui, finalement, il ajoute automatiquement. Euh, et alors là, un petit peu plus, c'est le deuxième process qui peut être un petit peu long. On va lui demander, on va lui dire qu'on a un comité projet la semaine prochaine sur le projet de refonte du processus d'évaluation. Et on va lui demander de nous aider en fait à faire le PowerPoint. Donc, c'est pas, vous allez le voir, enfin, vous allez pouvoir l'évaluer avec moi en même temps que moi. Moi, personnellement, je trouve ça pas mal. C'est pas encore complètement abouti. En termes de forme, ça pourrait certainement être amélioré. En termes de fond, en fait, c'est là qu'on se rend compte que le prompt qu'on va lui passer ou ce qu'on va lui donner comme consigne à l'oral, bah, ça reste déterminant aujourd'hui dans l'IA, dans l'IA générative, et que selon la directivité que je vais mettre en fait dans mon prompt, je vais avoir un rendu qui va être forcément différent, plus ou moins qualitatif. Donc après, il y a des gens qui vont préférer laisser faire l'IA et avoir ce qu'on a. Il y a des gens qui vont préférer être un peu plus directifs dans le prompt et avoir effectivement quelque chose qui est déjà un peu plus personnalisé finalement et peut-être plus exploitable rapidement. Chacun va avoir un petit peu son approche. Donc là, ça va prendre encore quelques secondes, mais il va avoir normalement généré un PowerPoint avec le nombre de pages, le chapitre que je lui ai demandé. Et encore une fois, je n'ai pas fait un gros prompt, hein. Il fait toujours trois quatre lignes, hein. Et je pourrais, si je ne suis pas satisfait, lui demander de recommencer en développant tel point, hein. On peut aussi y aller en plusieurs itérations. Encore une fois, ça sera plus facile encore, même dans quelques jours, semaines, quand on aura cette interaction vocale. Mais déjà, là, c'est pas mal. J'espère. Vous allez pouvoir le constater avec moi dans quelques secondes. Pendant que ça tourne, je veux bien poser une petite Ah ben question, Vincent, Eric, s'il te ça plaît. m'arrange, Vincent. Je fais des petits tests là, en même temps de mon côté, donc c'est Ouais, super. ouais, ouais, Par exemple, je fais comme toi, je fais un prompt, je fais une demande, il me donne une réponse. Après, ouais. il me répond quelque chose d'intéressant. Je fais un autre prompt, je lui demande autre chose. Et comment je fais pour aller pour revenir sur un prompt, enfin sur la réponse d'un prompt qui est un peu plus haut et sur lequel je voudrais revenir dans le détail. Parce qu'en Alors, fait, ça s'enchaîne les uns après les autres. ouais, Tu vois ouais, ce que je veux ouais, dire? ouais, tout à fait, tout Ouais. à fait. Alors, Lucas pourra certainement bien compléter ce que je vais te dire. Euh, on, on historise, enfin, on enregistre dans la conversation N prompts en arrière. Donc, je pense qu'il faudrait l'essayer, et Lucas va le confirmer. Tu pourrais lui dire, tu m'as dit précédemment, tu m'as répondu ça, et tu pourrais le relancer à partir de ça. En tout cas, ça vaudrait le coup d'être essayé, parce que on ne peut, on peut il garde en mémoire, en fait, les informations que tu lui as demandées et celles qu'il t'a données pour un certain nombre
de ces sujets-là, Lucas. Je ne sais plus si tu as le nombre en tête. Non, en effet, j'ai pas le nombre en tête, mais c'est une conversation assez longue, finalement, qui garde en mémoire. Une dizaine, une quinzaine, il me semble qu'on avait dit à un C'est moment ça, donné. oui. Donc, tu devrais essayer de le relancer en disant, je ne sais pas, trois points plus haut, tu m'as dit ça. Et tu fais un copier-coller. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ou tu vois, tu dois pouvoir le relancer dans ce sens comme ça. Ok, Ça sera plus bon. facile. Ça, c'est vraiment ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que là, quand on est dans un chatbot, finalement, on enchaîne la discussion. Quand on sera à l'oral, ça sera encore plus facile à faire. Et vraiment, moi, j'attends beaucoup de cette évolution-là dans quelques temps, encore une fois. Parce que là, pour le coup, on est vraiment dans l'échange. Et quand tu es dans l'échange, s'il a ça en mémoire, tu peux vraiment lui demander directement. Donc, ça sera plus facile de le faire. Donc, entre-temps, merci Vincent pour la question qui était très utile et qui m'a permis de gagner un peu de temps. Merci, Il a Eric. créé, il a créé le PowerPoint. Je ne sais pas si vous voyez mon PowerPoint. Si? Oui, vous le voyez ou Oui, pas? Oui, c'est bon. oui, Ouais. oui. Super. Oui, c'est Donc, bon. bon, je ne lui ai pas demandé d'aller très loin dans ce qu'il fallait faire, hein, mais je lui ai demandé de me donner le titre et la date de cette présentation ou du projet, pardon, la description, les points d'attention qu'il avait trouvés dans ce projet, les risques, les échéances en retard s'il y en avait le cas échéant, les efforts. Et j'aurais pu lui demander de le faire, de développer plus, j'aurais pu demander de faire des graphiques. La preuve, j'ai demandé de me faire des graphiques sur le nombre d'actions, ce qui est terminé en cours non consommé, et sur ce qui est imputé par rapport à ce qui est prévisionnel. Donc d'ailleurs, là, il y a une incohérence entre cette slide-là. Non, c'est parce que non, il n'y a pas d'incohérence. C'est juste qu'on ne dépasse pas le consommé ne dépasse pas le prévisionnel, c'est pour ça qu'il me dit ça. Donc vous voyez qu'en lui passant un prompt oral, encore une fois, ou à l'écrit, vous pouvez quand même vous appuyer sur Math pour générer des graphiques. Je rappelle quand même que tout à l'heure, il a été capable de générer, je ne sais plus où il est. Pour le coup, je dois pouvoir toujours l'ouvrir, Vincent. Tu vois, ça c'est typiquement ce que tu as demandé. C'est-à-dire, je ne sais plus où il est le graphique, mais quelque part. C'est juste un peu plus haut. Juste un peu plus haut. Voilà. Là, voilà. Ici, oui. Donc, il est capable de générer des graphiques pour m'aider à représenter le portefeuille. Il est capable de générer le PowerPoint pour illustrer un projet ou le portefeuille. Pour attendre, je l'ai fait sur un projet, mais j'aurais pu lui demander d'illustrer le portefeuille. Donc, on commence quand même à voir effectivement. Alors, c'est pas parfait dans la forme. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. On est obligé de. Enfin, on l'a mis en place en forçant la mise en le layout, c'est-à-dire en forçant la mise en forme et les couleurs, en fait, le masque en fait des diapositives. Tôt ou tard, ça sera beaucoup plus facile de le personnaliser parce qu'il n'y a pas nous d'ailleurs, il n'y a pas que nous qui avançons, il y a aussi l'IA justement de Office, de Copilot et tout ça qui vont permettre certainement très rapidement de pouvoir mieux personnaliser les produits de sortie. Aujourd'hui, quand on utilise les API de Office, on va devoir quand même choisir une mise en forme, choisir des polices, etc. Demain, tout ça, ça sera beaucoup plus facile. Donc la qualité de ce qu'on peut sortir, elle dépend de nous, mais elle dépend aussi pas que de nous, mais aussi des outils avec lesquels on est en interaction. Alors voilà, pour les chefs de projet, voilà, je voulais illustrer, si je reviens sur ma présentation, je voulais illustrer on peut gagner du temps parce que je vais gagner du temps sur la création de projet, sur la météo. Là aussi, j'aurais pu demander un audit de mon projet. J'aurais pu, à partir de cet audit, faire créer une présentation PowerPoint. On voit bien quand même qu'on peut faire pas mal de choses en s'appuyant sur cette IA et je vais pouvoir gagner du temps. Le bénéfice le plus important, je pense, c'est l'écoute dans une réunion et la traduction de ce qui a été entendu en point d'attention, en décision prise ou en météo. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement dans un projet. Et c'est des choses sur lesquelles on prend un peu de temps en tant que chef de projet, dans la formalisation, les va pouvoir le faire. Et le fait de m'aider à préparer mes comités aussi, évidemment, avec des présentations, c'est plutôt pas mal, même si aujourd'hui, il y a encore ce sujet de la mise en forme qui pourrait vous prendre un peu de temps de votre côté. Donc là, on va aller explorer le dernier volet, pardon, c'est le volet manager ressources. On a des PMO, soit on a des chefs de projet, mais ces chefs de projet, ils utilisent des ressources, ils planifient des ressources. Et là, évidemment, il y a beaucoup de sujets autour de tout ça. Donc, Maths est capable de vous aider ici, en tout cas d'aider un manager ressources. Peut-être, alors ça aurait pu être d'ailleurs un chef de projet qui pose cette question, mais en demandant
de faire un état des lieux de l'avancement de certaines actions, donc c'est ce qu'il va faire, mais aussi en lui demandant, c'est ce que je vais faire après, la disponibilité de certaines personnes, et puis surtout, si ces personnes ne sont pas disponibles, en lui demandant de m'aider en fait à identifier la date à partir de laquelle la tâche pourrait être prise en charge. Je peux lui demander de calculer les ETP disponibles ou prévus d'une équipe, ou la disponibilité ou le temps passé par une personne. Je vais aussi pouvoir lui demander de faire des graphiques, justement. Si je suis un manager, par exemple, et que je veux maîtriser l'équilibre entre mon run et mes projets, j'ai un prompt là-dessus, je vais vous le passer, je peux demander à Matt de m'aider régulièrement à la fin du mois à faire un bilan des temps passés dans mon équipe et possiblement, peut-être même de me donner des conseils pour améliorer tel ou tel déséquilibre que je pourrais constater. Donc là, voilà, donc là, il me donne la liste des projets. Je lui ai demandé de me faire un tableau dans le script et il va me faire un tableau. Donc, je sais pas la liste des projets, pardon, c'est la liste des actions qui sont en cours. Voilà, et qui se terminent selon certaines caractéristiques. Donc, oui, il me fait cette liste-là. Elle doit être un petit peu longue, alors elle va prendre quelques temps. Et après, je vais lui demander, on va s'intéresser plus vraiment à la disponibilité. Je vais lui demander la disponibilité d'un collaborateur ou la mienne, peu importe, d'une équipe. J'aurais dû faire une liste plus courte. On est presque à la fin, je pense. Oui, tout à fait. Je ne suis pas parti sur le bon prompt. J'aurais dû être un peu plus restrictif dans la liste des. Voilà, donc ça y est, il a fini, terminé. D'ailleurs, tiens, je voulais vous montrer les vidéos. Donc, on peut ici, vous voyez, voilà, on parle de planification. Donc, il a compris que je pourrais avoir des besoins d'aide dans le Gantt ou dans l'avancement du Kanban. Donc, en fait, il me propose des aides en cohérence en fait, avec le sujet qu'on a abordé. Là, je vais lui demander de me donner du feedback sur la disponibilité d'une personne parce que j'ai une action à lui confier, je ne sais pas si elle est disponible, ou en tout cas, je pense savoir qu'elle n'est pas disponible, donc je lui demande de me donner la date à partir de laquelle je devrais pouvoir compter sur la disponibilité de cette personne. Et je pourrais là rebondir pour le coup en lui disant si elle n'a plus de disponibilité, qui est-ce que je pourrais solliciter dans l'équipe? Donc on va essayer de lui poser la question après, on va voir s'il nous répond. Bon, j'ai pas rencontré de problème de réponse dans ma démo. C'est pas seulement parce qu'on a préparé des questions. Oui, on a préparé des questions pour être plus efficace dans la démo, mais quand on a préparé des questions et qu'on a préparé, justement, on a rencontré des problèmes et je veux le partager très sincèrement avec vous. Il arrive des fois que Matt ne réponde pas ou réponde à côté. Ça arrive parfois. Plus souvent qu'autrement, c'est pas qu'il réponde à côté, parce que ça, c'est souvent à cause du prompt, mais qu'il réponde, il dit qu'il sait pas, en fait. Il ne faut pas hésiter à lui dire recommence. Alors, on va essayer d'améliorer ces comportements-là, mais il se peut, encore une fois, à cause pas de la traduction, mais de l'interprétation, en fait, et du lien entre la compréhension qu'il a et la base de données, qu'il dise qu'il ne sache pas répondre. Et pourtant, il a la réponse. Quand on monitore, nous, avec les outils, quand Lucas et moi, on fait des tests, que Lucas regarde ce qu'il a compris et les données qu'il va chercher, on se rend compte qu'il a la réponse. Mais des fois, il ne la fournit pas. Donc, il ne faut pas hésiter à lui demander de recommencer. Donc là, Charlie, il est actuellement occupé. La prochaine fois, ce que je peux le solliciter pour une tâche, c'est le 10 janvier 2025. Et là, je lui dis, OK, s'il n'a plus de disponibilité à semaine 51, quelles ressources de la DSI je pourrais positionner? Donc, donne-moi en fait les disponibilités, les pourcentages de temps non occupés pour les collaborateurs de la DSI. C'est ce que je lui demande ici. Et il devrait pouvoir me répondre aussi. Et je finirai enfin, je pense que je peux m'arrêter là-dessus. J'aurais pu lui demander, en tant que manager, je peux le faire d'ailleurs, qu'il me fasse un bilan graphique en fait et des temps passés par chacune des personnes dans les 3 derniers mois dans mon équipe pour avoir justement une analyse de ce qui est passé dans le run ou ce qui est passé dans tel programme ou telle feuille de route par rapport à tel autre. Donc on peut aisément lui demander ça. Voilà, donc là, bon, là vous voyez là par exemple, je pense que la réponse elle n'est pas satisfaisante.
parce que ça m'étonnerait que tout le monde soit pris dans la DSI, ça arrive jamais. Donc je vais quand même lui demander de recommencer. On ne sait jamais. Peut-être que c'est le cas parce qu'on fait tellement d'essais avec cette instance-là et avec les mêmes utilisateurs qu'on les a peut-être chargés pour le coup. Mais si on n'est pas convaincu, on peut lui demander de recommencer, ça tombe bien. C'était ce que j'étais en train de vous dire. J'ai Bon, on j'ai va une le petite, laisser. j'ai Oui, encore une bien petite sûr. question pendant que ça tourne, si tu veux, Vas-y, Eric. Vincent. Vas-y, Est-ce que vas-y, ça super. cherche aussi dans les activités hors projet? Oui, bien sûr. Quand on lui parle de prévisionnel, de temps passé, son périmètre d'analyse, c'est vraiment toute la donnée de suite projet, donc les activités hors projet et les projets. Après, tu peux aussi lui demander de ne regarder que dans une partie de ce périmètre. Tu n'es pas obligé de demander de regarder partout. Tu peux très bien lui dire, là, je veux faire une analyse que des activités hors projet ou que de tel et tel projet. Il peut aussi le faire, bien sûr. Oui. Et si tu Oui, ne lui précises pas, il va regarder la personne ou l'équipe. mm. Là, j'ai fait un petit test qui me remonte le nombre de jours de RTT que j'ai posé. Bon, comme c'est dans l'environnement test, il n'y en a pas parce que je les avais pas mis sur les activités hors projet, mais il m'a bien remonté, il a bien trouvé que c'était des Et- activités hors projet sans que je lui précise. Ouais, mais t'as mieux, tu vois. Donc, c'est tout le travail justement qu'on a fait d'évolution entre le modèle. Vous voyez là, pardon, je vais revenir sur la Oui, oui, réponse de bien Vincent, mais sûr. vous voyez là, Merci. il m'a dit qu'il savait pas. Je lui dis recommence et il sait en fait. Vous voyez. Donc, quand il vous dit qu'il sait pas et que vous pensez que c'est pas logique comme réponse, vous pouvez lui demander. Ce qui serait embêtant, je pense, c'est que si vous lui demandez deux fois, il vous donne pas deux fois la même réponse. Là, on pourrait avoir un peu une crise de confiance. Par contre, qu'il réponde pas toujours ou qu'il vous dise qu'il sait pas alors qu'il sait, je pense que c'est pas un vecteur de non-confiance, mais c'est plus une problématique de modèle, on va dire, et d'utilisation du modèle. Donc c'est plus une limite qu'on a aujourd'hui sur laquelle on va progresser qu'autre chose. Donc Vincent, oui, ben, il a peut-être pas un environnement de test, il a peut-être pas des RTT saisis, mais il a le référentiel des activateurs projet dans lesquels il doit exister RTT, donc il a compris grâce à ça, je pense. Oui, c'est ça. Et je suis assez bluffé par l'évolution par rapport au premier groupe projet qu'on avait fait sur l'IA. C'est vraiment Ouais, impressionnant. Ouais, vous avez super bien merci. bossé. Ouais, merci. Bravo, Lucas. Merci. Eh ben, oui, d'abord, c'est en partie, c'est grâce à vous aussi, parce qu'on a du suivi, on a des feedbacks, on a des clients qui nous ont fait déjà des premiers tickets dessus et tout ça, donc ça nous a fait progresser. Ce qui a beaucoup changé entre cette version et la précédente, c'est fondamentalement le lien qu'on fait avec les données. C'est-à-dire qu'avant, encore une fois, on allait chercher les données dans un modèle qui n'était pas un modèle prêt pour l'IA, en fait. C'était un modèle prêt pour le logiciel, pas pour l'IA. Là, aujourd'hui, on a repensé l'approche des données et du coup, c'est beaucoup plus pertinent, c'est un peu plus rapide, c'est plus efficace. Il y a quand même encore des axes de progrès, on les a identifiés, on est dessus, mais c'est déjà effectivement c'est bien plus efficace dans le fond de la réponse. Mais merci pour le retour, c'est gentil. Est-ce que, indépendamment de Vincent, de Louise, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou commentaires ou questions, que ce soit sur les PMO comme on a vu, sur les chefs de projet ou sur les managers ressources? Non, pour moi, Eric? c'est clair. Oui, Oui, Jocelyne, c'est bonjour, Jocelyne. Je suis désolée, j'ai rejoint il n'y a pas de problème. en retard parce que j'ai une réunion qui s'est éternisée. L'IA, elle est embarquée d'office, c'est un module complémentaire, Non, c'est un module que tu dois activer. C'est-à-dire que si tu n'as pas activé l'IA, il n'y a pas d'IA dans Suite Projet. D'accord. Et c'est d'ailleurs un module que vous ne pouvez pas activer. C'est un module que l'on doit activer au cas où pour ne pas générer justement de risques liés à quelque chose d'intempestif. Donc là, pardon pour ceux qui ne sont pas des utilisateurs de Suite Projet, mais si vous utilisez Suite Projet et que vous voulez utiliser l'IA, il faut nous en faire la demande et on peut l'activer. Et après, quand on va l'avoir activé, vous allez vous décider de à qui vous donner accès par les droits. Ouais, ça Voilà. marche. Voilà. Donc, Merci, Eric. effectivement, je t'en prie, je t'en prie. Pardon. Donc voilà, donc le bilan que nous on en fait, parce qu'on ne doit pas être en avance, ouais, un petit peu en retard. Le bilan qu'on en fait, nous, c'est que c'est un exercice difficile. D'ailleurs, Vincent souligne qu'on a fait des progrès, mais en fait, c'est un exercice difficile parce que plus le logiciel il est processé et plus il fait un truc
qui est tout le temps le même pour tous les clients, plus ça sera facile. Mais plus dans un contexte comme le nôtre, le logiciel il est paramétrable, plus c'est compliqué. Parce que, encore une fois, le lien avec la donnée, il est compliqué. Il est compliqué parce que on a affaire à quelqu'un qui est OpenAI, qui est générique, qui se nourrit d'informations qui ne sont pas du tout des informations de suite projet. Et donc, l'interprétation de ce qu'il va faire, il faut qu'il le comprenne en fait par rapport à notre modèle. Donc, c'est un exercice difficile. On commence à y parvenir assez bien, mais on a encore beaucoup de marche à monter. C'est le premier bilan. Nous, clairement, on a fait le choix et on est certain que tous nos clients ne pourront pas embarquer avec nous dans l'IA. On le comprend, on l'assume. Mais si on avait fait un autre choix, on aurait aussi un panel de clients qui n'auraient pas pu embarquer dans notre IA. Le choix qu'on a fait, c'est d'utiliser OpenAI et ChatGPT. Et ce n'est pas un choix qui emporte l'unanimité, mais même si on avait décidé que on n'allait pas sur OpenAI, on allait prendre un modèle propriétaire, il y aurait eu des clients qui n'auraient pas embarqué aussi. En partie aujourd'hui, c'est lié au choix qu'on fait, mais en partie aujourd'hui, c'est lié aussi à la maturité des équipes sécurité, projet et data, IA et data chez vous, qui ne sont pas non plus totalement matures sur le sujet. Il y a encore beaucoup de routes possibles et il y a des règles qui commencent à se poser, il y a des politiques qui commencent à se mettre en place, mais c'est quand même assez souple encore. On le voit chez certains de nos clients qui sont des groupes, on voit que les attitudes des entités dans les groupes ne sont pas les mêmes. Et donc, ça veut dire que derrière, les équipes cautionnent ou cautionnent pas en fait, le fait que c'est lié à OpenAI. Et donc, on voit bien que c'est difficile en fait, de tirer des conclusions absolues aujourd'hui. Donc, nous, on a fait le choix d'aller vers une technologie. C'est pas parfait, mais de toute façon, si on avait fait le choix d'aller vers quelque chose de plus propriétaire, ça ne permettrait pas à tout le monde d'y aller non plus. Donc, bon, on a fait un choix. Aujourd'hui, on veut l'assumer. Je l'ai dit tout à l'heure, l'expression des besoins, elle n'est pas évidente pour vous, mais plus vous allez l'utiliser, plus ça sera le cas. À l'instant T, au début, nous, on a cru qu'en venant vous proposer ça, vous alliez nous donner plein d'idées et qu'on allait partir de votre besoin. On s'était un peu trompé au départ, et ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on travaille dessus, ça fait 18 mois, et ça fait depuis 2-3 mois qu'on commence à avoir vos retours. Et jusqu'avant, on avait sollicité plein de clients pour avoir une expression de besoin, si je voulais dire les choses comme ça. Et en fait, on n'arrivait pas à l'avoir. On a vraiment été obligé de faire des paris, d'avancer dans ces paris. Et finalement, maintenant qu'on a des choses à exposer, forcément, on a des retours et c'est à mieux. Mais il y a une confusion qui existe, je l'ai dit, entre BI, entre data, en fait. Consolide-moi des données, automatise-moi des processus. Ce n'est pas forcément de l'IA, ça. L'IA, c'est le fait qu'à partir d'une question, il va y avoir une base de connaissances il va pouvoir me donner des routes différentes possibles. Si je fais de la BI, normalement, j'ai 2 fois le même résultat avec une IA, je pourrais avoir un résultat qui est meilleur demain. Alors qu'avec la BI, je vais avoir le même résultat, ce sera peut-être pas le même chiffre, mais la méthode de calcul sera toujours la même. Et l'automatisation, c'est un autre sujet, c'est juste pour gagner du temps dans des process, mais c'est pas de l'IA. Donc il y a un peu de confusion autour de tout ça, c'est pas très grave, hein. Vous exprimez des besoins, on les prend en compte et à nous de savoir si c'est de l'IA ou pas. Mais l'IA, c'est pas tout à fait l'automatisation, c'est pas tout à fait la consolidation des données, c'est un peu ça, mais c'est aussi bien d'autres choses. Donc il y a un vrai sujet sur la confidentialité, donc je l'ai abordé avec les modèles. Nous, aujourd'hui, on peut garantir un certain nombre de choses, on ne peut pas tout garantir, puisqu'on utilise OpenAI, on le sait. Mais j'ai une anecdote, en fait, qu'un client m'a raconté, et pour le coup, ça fait réfléchir, et je me dis qu'on n'a peut-être pas fait le mauvais choix. C'est en Belgique, une entreprise a mis en place une IA propriétaire, et un des salariés a réussi à trouver donc, le contrat de travail du directeur général, et donc à avoir les primes que le directeur général touchait avec l'IA propriétaire. Pourquoi? Parce que finalement, une IA propriétaire, on lui a appris à aller chercher de la documentation, elle est allée la chercher. Et évidemment, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de poser cette question-là. Quel est le contrat de travail de mon directeur général? Et il a eu la réponse dans une IA propriétaire. Donc, ce que je veux dire par là, alors normalement, en fait, quand tu mets de l'IA, qu'elle soit propriétaire ou non propriétaire, du coup, tu mets en place une classification des documents, justement pour interdire à l'IA d'aller chercher des documents de ce genre-là, hein. Plutôt oui, mais un quand tu défaut de fais ça, process. oui, mais quand tu fais ça, c'est exactement ce que je veux illustrer. C'est quand tu fais ça, tu laisses l'humain en fait au centre de tout ça, Ouais, encore une fois. Et donc, tu vois, les erreurs, elles il peuvent faut arriver. normer, ouais. Voilà. Alors que
à mon IA, je peux lui demander d'aller chercher le contrat de travail de Lucas, je ne l'aurai pas. Donc, en fait, ce que je veux illustrer, c'est que c'est pas parce que c'est ChatGPT que c'est pas bon, ça peut être des IA propriétaires et c'est pas parce que c'est une IA propriétaire que c'est parfait. Ce que je veux illustrer, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on manque tous d'un peu de connaissances, de recul par rapport à tout ça et que des fois, entre prendre le risque que l'identifiant de mon projet est circulé sur Internet et que ça me donne quelque chose que je peux utiliser de suite ou prendre le risque de faire un très gros investissement pour à la fin avoir mon contrat de travail qui est dans les mains de tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la réponse, elle est vraiment pas aussi évidente que ça. En tout cas, nous, on a tranché. Chacun peut réfléchir et trancher autrement. Mais voilà, les règles du jeu sont pas aussi claires, les attentes sont pas claires encore complètement. Les scénarios il y en a beaucoup. Donc forcément, on est dans une période où il y a encore un peu de challenge et ça va certainement nous amener quelque part tout ça. Hein. Mais aujourd'hui, on est obligé de faire des choix pour être efficace dans tout ça. En plus, en tout cas, si on revient sur l'IA maths et sur l'IA en gestion de projet, moi je pense qu'il va se passer dans les prochains mois des évolutions très importantes dans l'IA autour des outils clés de Office, quoi, autour de PowerPoint, d'Excel, de Word, etc. Il va y avoir des évolutions fulgurantes dans l'utilisation de ces outils à travers l'IA. Et forcément, si on est calé sur des technologies comme OpenAI et tout ça, on va bénéficier aussi de tout ça. Donc, le développement de maths va possiblement aussi être très accéléré grâce en fait à l'accélération du développement de tout un tas d'IA. Je parle d'Office, mais j'aurais pu parler de Canva ou d'autres acteurs connus. Je pense aussi que le déploiement là, de la fonctionnalité sur laquelle on travaille actuellement, qui est la fonctionnalité real-time, là, qui permet d'interagir en temps réel avec l'IA, pas seulement sous forme de chat, donc comme je disais, mais vraiment comme si on conversait avec Matt, ça va aussi amener quelque chose à la fois dans l'expérience utilisateur, mais aussi dans l'efficacité des réponses qu'on peut donner, puisqu'on pourra corriger en temps réel ou affiner en temps réel. Et puis, je ne sais pas si vous avez entendu parler des GPT, mais les GPT, ça existe depuis un certain temps. Et on ne sait pas trop encore quelle place ça va prendre, mais ça existe. Ça existe. Et dans la gestion de projet, on voit que les gros joueurs autour de la gestion de projet, comme le PMI, tout ça, ont beaucoup investi ce sujet-là. Nous, ICAR, en tout cas, on va y aller. On va créer des GPT. On ne peut pas encore trop vous dire quand exactement, qu'est-ce qu'ils vont faire, parce qu'on a plusieurs projets en cours autour de tout ça. Mais je pense que les GPT risquent de prendre une place importante. Ça veut dire que déconnecté d'un système comme celui de projet, on pourrait peut-être, avec des GPT, malgré tout créer des projets, malgré tout faire des météos. Enfin, il y a certainement des usages en fait qui vont se développer à partir de cette technologie ou en tout cas de ces services que sont les GPT. Et pour ce qui nous concerne, donc je ne vais pas refaire le maths de tout, mais dans les prochains défis à court terme, on va dire, allez, sous 3 mois, hein, en tout cas on espère, hein, c'est déjà on a un défi UX et UI, c'est-à-dire qu'en fait, comme l'a dit Vincent, on est quand même dans un chatbot, quoi. Donc je pose une question, j'ai une réponse, je relance, j'ai une réponse, etc. C'est bien, parce qu'aujourd'hui on n'avait rien, donc c'est beaucoup mieux, mais c'est pas, ça ne vient pas me proposer des choses, ça ne vient pas me challenger dans ce que je demande nécessairement. On peut aller beaucoup plus loin. Nous, on va essayer d'aller beaucoup plus loin à travers, notamment, encore une fois, à travers le déploiement de la fonctionnalité real-time. On nous l'a demandé le 9 octobre, on ne l'a pas oublié, on l'a dans les cartons à court terme. On va avancer sur la segmentation des droits certainement aussi, c'est-à-dire de dire je peux utiliser maths, ok, là si j'utilise le maths, j'utilise tout maths. Mais certains d'entre vous aimeraient pouvoir dire je n'utilise que la fonction création de météo. Je n'utilise que la fonction création d'un PowerPoint. Donc, on va travailler sur la segmentation des droits de l'IA pour que vous puissiez, vous, mieux la déployer. Pas forcément en mode je déploie tout, je déploie rien, mais en mode je peux déployer certains usages liés à l'IA. On va aussi travailler sur l'historisation parce qu'on n'a pas été voir, mais quand j'ai créé une météo, quand j'ai rajouté un point d'attention, si j'avais fait ça à la main dans Suite Projet, dans l'historisation de mon projet, j'aurais Lucas, le 12 décembre à telle heure, a créé une météo. Lucas, le 12 décembre à telle heure, a déplacé une action. On a historisé tout ça dans Suite Projet si on fait tout ça à la main, enfin, logiciel.
Quand c'est Matt qui le fait, aujourd'hui, c'est pas historisé. Donc, on va aussi historiser ce que Matt fait dans un projet pour pouvoir intégrer vraiment justement ses bénéfices, mais aussi pour pouvoir se rassurer sur le fait que s'il fait des choses pas bien ou qui dégradent d'autres choses, on va pouvoir capter ça. Bibliothèque de prompt, la personnalisation de prompt. On a déjà des choses, je ne vais pas revenir dessus, mais on peut contextualiser Math à votre domaine en utilisant des paramètres et on pourra aller plus loin là-dessus. Améliorer évidemment tout ce qui est mind map. Je ne vous ai pas montré, mais on peut créer des mind maps. Tout ce qui est mind map, PowerPoint, faire des Excel aussi, des extracts en fait de la base de données sous forme Excel. Ça, c'est un sujet sur lequel on veut continuer à aller, même développer. Et puis, il va falloir qu'on pose un modèle économique. Aujourd'hui, Math, c'est gratuit. Ça ne le sera peut-être pas tout le temps parce qu'en réalité, ça coûte de faire fonctionner cette IA. Et donc, on ne sait pas encore établir le modèle économique, mais ça va certainement venir dans les prochaines étapes. Donc, pour nous, en tout cas, c'est un défi que de pouvoir poser un modèle économique qui vous permet d'utiliser, mais qui nous permet aussi aujourd'hui, justement, de travailler sur tous ces investissements. Voilà, avec un petit peu de retard. Je vous prie de m'en excuser et je vous remercie d'être restés, pour ceux qui sont restés. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, moi je suis là. Matt et Lucas aussi. Et Matt aussi, peut-être d'ailleurs, si c'est des questions. Merci. Oui, oui, Catherine. Non, c'était juste merci. Ah, Oui, ok. moi aussi, merci. Ah, merci. Désolée, Merci à vous. je vais être obligée d'y aller. Oui, Ça moi marche, aussi. ça marche, y a Bonne, pas de problème, je bonne fête comprends. de fin d'année, Eric. Merci. Merci, bonne à fête. vous aussi, Au à revoir. vous tous. Au Écoutez, à revoir. bientôt. De toute façon, on fera un suivi. Merci, au revoir. On fera un suivi de Matt en début 2025, certainement, quand on sera avec la fonction d'échange real-time. On fera certainement un événement comme ça aussi pour vous présenter tout ça. Et Très d'ici bien. là, il faut juste savoir que ce que vous avez vu de version de Math, c'est même pas encore exactement celle que vous avez. Celle-là va être déployée. Donc, Vincent, si tu as été bluffé aujourd'hui, j'espère que la semaine prochaine, tu seras encore un peu plus parce que tu as même pas la dernière version pour te dire, tu vois. Ouais, non, c'est vrai que j'ai vraiment été bluffé, hein. Je suis Ah, impressionné. bah, Là, je viens super, encore de faire un autre test. Ça, c'est fou, quoi. super. Est-ce que c'est pas pour l'instant, on est toujours en environnement test. On peut pas le basculer en Si, prod. si, Si? tu peux. D'accord. Si. Bon, ben, Bah, ouais. je t'invite à attendre la semaine prochaine. Il faut que Ouais. ce soit nous qui le fassions. On Mm. veut l'activer en test et pas en prod. Il faut qu'on l'active en prod. Ouais. Attends peut-être pas la semaine prochaine, la semaine d'après que la version soit déployée ou le début d'année. Et tu auras donc la dernière version, mais tu peux le mettre en prod aujourd'hui, bien sûr. D'accord. Ok. Bon. Eh ben, merci Voilà. beaucoup. Eh bien, super. Merci à vous. Eric, Au Oui, revoir. bonne continuation à tous. Merci. tu Au revoir. as enregistré la session. Ça serait Oui, possible d'avoir oui, le bien passé. sûr. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Il n'y a pas de problème. Attends, d'ailleurs, je vais arrêter l'enregistrement. Arrêter l'enregistrement comme ça.